Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse fascinante des observations de l'économiste Richard Wolff. Ses recherches mettent vraiment en lumière des bouleversements profonds dans notre économie mondiale et plus particulièrement ce qu'il décrit comme le dénouement du système du pétrodollar. L'idée ici, c'est de prendre ces dynamiques macroéconomiques qui peuvent paraître super complexes et de les rendre parfaitement claires en s'appuyant sur les faits. Allez, c'est parti. Au menu d'aujourd'hui, on va suivre 5 grands dominos. On commence par les chocs d'approvisionnement mondiaux, ensuite on parlera des réserves stratégiques, puis on fera un petit saut dans le temps avec l'ascension du pétrodollar, avant d'aborder le déclin de la domination américaine, et on terminera avec la crise de la dette. Première étape de notre analyse, les chocs de la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est en quelque sorte notre grand catalyseur. Et ce catalyseur, il vient de perturbations vraiment sévères dans des zones ultra stratégiques comme le détroit d'Ormuz. Le chiffre mis en avant dans l'analyse est frappant, 1 milliard. 1 milliard de barils. Selon les données du secteur, c'est exactement ce dont le monde a été privé en l'espace de seulement 2 mois, tout ça à cause des conflits impliquant l'Iran. Forcément, l'effet domino est instantané. Ça tape directement sur les prix du carburant, sur le coût du transport aérien et par ricochet sur toute l'économie mondiale. Face à ça, on assiste à un changement de paradigme fondamental. Pendant 40 ans, on le sait, la fabrication mondiale fonctionnait sur le modèle du juste à temps. L'objectif était de maximiser les profits en supprimant totalement les stocks. Mais aujourd'hui, avec ces fameux chocs, le monde bascule radicalement vers le juste au cas où. La priorité, c'est devenu la protection pure et simple. On construit d'énormes capacités de stockage, on garde des inventaires de sécurité et on redessine de A à Z les chaînes logistiques pour survivre aux imprévus. C'est un vrai virage à 180 degrés. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les réserves stratégiques et la préparation. Autrement dit, comment le monde réagit-il concrètement ? Pour illustrer ces nouvelles vulnérabilités, le professeur Wolff souligne que la stratégie adoptée par la Chine est super révélatrice. Ayant bien retenu la leçon des sanctions américaines sur les semi-conducteurs de 2018, l'économie chinoise s'est mise à accumuler agressivement des ressources vitales. On parle de la construction de la plus grande réserve de pétrole au monde, de stocks absolument massifs d'électricité et d'un accaparement des approvisionnements mondiaux en engrais. Et la règle y est stricte, on conserve ces ressources pour s'isoler totalement des chocs extérieurs, hors de question de vider les réserves pour pallier les pénuries des pays voisins. Alors tout ça soulève forcément une question de fond qui fait le pont entre ces chocs immédiats et notre histoire économique. Que se passe-t-il exactement pour une monnaie de réserve mondiale quand l'accès à sa matière première principale est soudainement et gravement perturbé ? Pour y répondre, passons à notre troisième point, l'ascension du pétrodollar, ou la fondation historique de tout ce système. Pour bien comprendre cette fondation, il faut faire un petit saut dans le temps et revenir en 1945. À cette époque, la domination manufacturière américaine est vraiment à son apogée. Mais dans les années 60, la donne commence à changer. La concurrence étrangère monte en flèche, surtout dans l'automobile, avec l'arrivée de marques européennes et japonaises comme VW et Toyota. Résultat, la production américaine commence à se délocaliser à l'étranger, et selon l'analyse, c'est précisément cette perte de domination industrielle qui a forcé la création d'un tout nouveau mécanisme financier. Et ce mécanisme, c'est le fameux pétrodollar. En fait, c'est un accord historique des années 70 qui exigeait que le pétrole mondial soit évalué et acheté exclusivement en monnaie américaine. Concrètement, ça obligeait le monde entier à détenir des dollars. Les pays producteurs, eux, réinvestissaient ensuite leurs immenses excédents dans la dette américaine. Et pour les États-Unis, c'était redoutablement efficace. Ça leur permettait de financer des déficits massifs en empruntant essentiellement à tous les consommateurs de pétrole de la planète, le tout sans avoir à surtaxer leur propre population. Allez, on avance vers notre quatrième partie, l'effondrement de cette domination américaine et sa vulnérabilité structurelle actuelle. Parce que les alliances et les systèmes ont changé, et le contraste dans la réalité militaire d'aujourd'hui est carrément saisissant. D'un côté, on a des porte-avions traditionnels qui coûtent 10 milliards de dollars, et de l'autre, des drones à 15 000 dollars. L'auteur explique que la technologie moderne est devenue tellement abordable qu'elle neutralise littéralement les investissements colossaux dans la défense classique. Ça rend le contrôle géopolitique et la projection de force beaucoup plus incertain aujourd'hui. La métaphore utilisée par la source pour illustrer ça est d'ailleurs excellente. Il note, c'est comme si les capitaux avaient été investis dans des calèches. S'investir aussi lourdement dans des technologies traditionnelles qui peuvent désormais être si facilement contournées, ça montre un décalage assez inquiétant avec l'évolution ultra rapide des dynamiques de pouvoir à l'échelle mondiale. On en arrive à notre cinquième et dernière étape, le dernier domino, la crise de la dette en 3 parties, bref, la crise intérieure américaine.
Quand on regarde à l'intérieur des frontières, la pression s'articule autour de 3 gros piliers de dette qui ont tous atteint des niveaux records. Pilier 1, la dette gouvernementale, qui sert à financer la défense et les déficits. Pilier 2, la dette des entreprises privées. Et enfin, pilier 3, la dette des ménages. Ce dernier point, c'est le signe clair d'une population qui est sous une pression financière extrême. Et ce qui grippe vraiment ce système, particulièrement du côté des entreprises, c'est ce qu'on appelle la logique du jeu à somme nulle. En gros, au lieu d'utiliser l'emprunt pour innover ou produire des biens tangibles, l'argent est massivement utilisé pour racheter des actions. Le problème, ça enrichit un groupe très localisé d'actionnaires à court terme, mais ça draine complètement l'économie globale avec le paiement continu des intérêts sans aucune création de valeur réelle. Pour les ménages, l'ampleur du problème est parfaitement résumée par un chiffre issu des recherches du professeur Wolf. 1500 milliards de dollars. Ce montant vertigineux, c'est uniquement le poids actuel des prêts automobiles sur les épaules des consommateurs américains. Ajoutez à ça les dettes faramineuses des cartes de crédit et des prêts étudiants, et on dresse le portrait d'une population obligée de s'endetter massivement juste pour maintenir ses conditions de subsistance de base. Mais attendez, à l'échelle de l'État, c'est encore plus gros. On parle de 31 000 milliards de dollars. L'analyse montre que c'est un tournant macroéconomique majeur. Pourquoi ? Parce que cette dette gouvernementale a désormais dépassé la totalité du produit intérieur brut du pays, ce qui illustre une dépendance, presque une addiction, toujours plus grande, à l'emprunt. Et la conséquence directe dans le monde réel est implacable. Face à cette montagne de dettes et à l'instabilité croissante, les 3 principales agences de notation, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, ont rendu un verdict purement factuel. Elles ont toutes pris la décision de dégrader la solvabilité globale des États-Unis. La fameuse note parfaite historique, le AAA, c'est fini. Le pays est passé à AA. Alors, après avoir suivi toute cette chaîne de dominos, on arrive à une réflexion finale essentielle qui résume la thèse de l'auteur. Comment un empire parvient-il à gérer des chocs économiques à répétition alors que les systèmes fondamentaux même qui assuraient sa stabilité commencent littéralement à se défaire ? C'est une question volontairement provocatrice, mais qui invite vraiment à creuser davantage l'histoire macroéconomique pour comprendre la suite. Et c'est là-dessus que s'achève notre décryptage de ces recherches. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle analyse.